Bonjour tout le monde, nous sommes en live sur Facebook, Sac Passé en collaboration avec la table ronde du mois de l'histoire des Noirs. Je suis très content de tenir le podcast Sac Passé pour un quatrième épisode, mais qui cette fois-ci est une édition spéciale qui justement a lieu bien entendu dans le contexte du mois de l'histoire des Noirs. Alors, la conversation va être enregistrée et est disponible sur toutes les plateformes, sur YouTube et les plateformes audio. Mais tous les vendredis du mois, donc dès aujourd'hui et le 12, le 19 et le 26, il va y avoir un invité ou une invitée spéciale qui va en fait participer à la conversation Sac Passé dans le contexte du mois. Avant d'introduire l'invité d'aujourd'hui, je commence toujours en fait par parler de Sac Passé pour moi. Et je ne peux pas m'empêcher de mentionner que ce qui m'habite aujourd'hui, c'est une pensée pour Mamadi Camara, et ses proches, l'homme noir qui a été arrêté et injustement détenu pendant 6 jours en lien avec une altercation qui a eu lieu avec un policier, une altercation par rapport à laquelle il n'était aucunement responsable en fait. Il a même été la personne qui a appelé la police, appelé le 911 pour signaler l'incident. Je mentionnerai également, en fait, je mentionnais par rapport à ça que qu'est-ce qui me trouble profondément en ce moment, c'est le fait que quand on regarde les déclarations de la police, on est encore aujourd'hui dans une situation où la police refuse de s'excuser et n'est pas prête à s'excuser par rapport à la situation. Ce qui, à mon sens, en fait, est carrément inacceptable dans la mesure où on a un humain qui a été détenu et cet humain-là, on sait aujourd'hui qu'il a été détenu injustement. Et tout en comprenant l'importance de tenir une enquête en bonne et due forme, c'est la moindre des choses d'offrir des excuses. Et quand on parle de dynamique systémique et de discrimination systémique, il y a un concept qu'on parle de système qui est en overshoot. C'est quand un système veut tellement se protéger qu'il n'est pas capable d'apprécier un contexte de manière ajustée. Et dans ce cas-ci, je pense que le système policier est sévèrement en overshoot, dans la mesure où il se concentre trop sur sa propre protection, puis il n'est pas capable de concilier la pertinence de s'excuser et à la fois de mener une enquête rigoureuse. J'espère que des excuses vont être faites le plus tôt possible et j'espère également qu'il va y avoir en fait des conséquences en fait pour les personnes qui ont été responsables de cet emprisonnement injuste. Je m'arrête sur ces commentaires-là parce que je pense que la conversation d'aujourd'hui, je le souhaite, va viser à célébrer autre chose que cet incident qui est profondément injuste. Et nous avons parmi nous Alicia Kazobinka. Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment en fait contente que tu sois avec nous. Alicia, c'est la première fois qu'on se rencontre, donc c'est une belle rencontre de se rencontrer en live sur Facebook. Aïssa, tu es en fait une militante, une activiste, conférencière et militante pour la communauté trans. Merci. Vraiment, merci de faire partie de l'épisode de Sac Passé pour le mois de l'histoire des Noirs. Ça fait plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Merci de m'avoir à ton émission. Je vais mentionner, petit point logistique, vous êtes invité par ailleurs à commenter sur le chat et à poser des questions. Si jamais, en fait, durant l'épisode, on va pouvoir prendre quelques questions en live. Élise est parmi nous. What's up, Élise? What's up? Donc, Élise va pouvoir prendre certaines questions et donc, n'hésitez pas, en fait, à poser ces questions-là. Avant d'entrer dans le vif de l'entrevue, à chaque début d'épisode, j'ai toujours le plaisir de parler d'un ou d'une artiste qui m'inspire. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de Tina Dodd. On a l'œuvre ici à la caméra. Tina Dodd qui est une artiste que j'ai découvert cet été, qui est issue des communautés noires et qui fait des œuvres qui sont par moments dans la joie, par moments, je trouve, dans disons, dans une résistance très directe. Puis l'œuvre ici, qui s'appelle Not a Trend, est un peu, en fait, au croisement des deux. Donc, c'est l'artiste que j'avais le goût de présenter aujourd'hui. D'ailleurs, la semaine prochaine, elle lance un livre qui parle aux jeunes filles des communautés noires. Et donc, je vous invite à suivre ça, parce que en matière de représentation, des personnes noires,
souvent pour les enfants, il y a peu en fait de littérature qui s'adresse à eux ou à elles. Donc, Teen Adult, je te salue et je te remercie pour ton précieux travail. Alicia, ça te passé? Ça va, la santé là. Hmm. À part le temps qui est à l'extérieur, n'est pas au rendez-vous, sinon ça va. Ben en fait, on est en live et t'es arrivé, il y a la tempête de neige qui a fait en sorte que ça a retardé ton arrivée. Tout à fait. Et c'est sûr que c'est certain que tu arrives, puis bon, on n'a pas le choix de commencer. Donc, pour que les gens les sachent, tu arrives vraiment dans un moment où tu viens tout juste d'arriver. Le taxi, il y avait une auto CA qui te bloquait la route. Tout à fait, donc, ouais. je trouve ça cool, en fait, important de le contextualiser. Donc, ça ne doit pas être évident, en fait, d'être présent là après tout ce trajet-là en fait, qui t'a retardé, en fait. Ouais. Surtout que moi, je suis très anxieuse de nature. Donc là, c'était ça, puis ça encore, puis le camion, puis le taxi qui prenait le temps à arriver, puis la tempête. Le temps, moi, j'étais comme, oh, mon Dieu, c'est une mauvaise journée. Mais ça va, on est là, c'est l'essentiel. Ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de la rendre un peu plus agréable comme journée. Je dirais que une de mes motivations à t'inviter, c'est que quand on parle, en fait, du mois de l'histoire des Noirs, on peut parler de la négritude comme concept, mais la négritude, c'est pas monolithique. Il y a différentes manières de vivre la négritude, il y a différentes facettes, et dans l'esprit d'apprendre la réalité des communautés noires de manière à progresser collectivement, ça m'est apparu important de parler d'enjeux qui concernent, oui, les communautés noires, qui te concernent, qui me concernent, qui nous concernent, mais dans les angles qui ne sont parfois pas nécessairement représentés dans l'espace public. Tout à fait. Puis à ce titre-là, je voudrais souligner une chose, quand on parle d'historique, plusieurs personnes ignorent que le mouvement de la fierté gay tire son origine des actions de femmes noires trans. Peux-tu nous en parler? Très rapidement, en fait, tout a commencé aux États-Unis, où c'était que tous les droits qu'il y a en ce moment aujourd'hui des personnes LGBT, ça revient en fait des femmes trans noires qui se sont battues. Je pense qu'on a célébré l'année passée les 50 ans. Donc, depuis l'événement, et en particulier Marsha P. Johnson. Donc, c'est une femme trans noire qui a vraiment milité pour tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on le doit à elle. Donc, c'est vraiment, en fait, une des pionnières de l'histoire, en fait. Et peut-être me situer aussi, parce que je réalise que moi-même, je suis en partie connaissant de certains faits historiques, puis ignorant à la fois. Si je comprends bien, les événements dont tu parles, on parle d'événements qui avaient lieu dans un bar, le contexte, c'est le Stonewall, si je ne me trompe pas. Tout à fait, ouais. C'est une descente policière qui a eu lieu dans un bar gay, et c'était la résistance dont tu parles, c'est la résistance de personnes noires qui se sont opposées. Si je ne me trompe pas, tout à fait. C'est ce à quoi tu fais référence. C'est exactement, oui, c'est exactement ça. Et voilà, et depuis ce temps-là, on a fait quand même certaines avancées. Il y a eu beaucoup les droits maintenant que beaucoup de gens ont, le droit de se marier, le fait d'avoir le même droit que tout être humain. Mais c'est sûr qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Surtout pour les personnes trans. C'est nous qui avons commencé tout ça, mais pourtant, c'est nous les plus stigmatisés de la société. Donc, ouais. Mais ça fait plaisir de voir que certaines personnes, même si c'est pas tout le monde, mais quand on cherche à savoir c'est quoi notre histoire, c'est souvent ça, les gens ne connaissent pas l'histoire et ils arrivent maintenant de nos jours et ils ont tous ces droits, mais parfois on leur demande est-ce que vous connaissez d'où ça vient, l'historique de tout ça. Donc quand les gens prennent le temps de faire des recherches, souvent ils sont ébahis. Donc, c'est ça que je trouve fascinant parce que tu t'en parles avec une douceur et une évidence, alors qu'il y a plein de gens qui sont au défi de la fierté, ils tiennent un drapeau multicolore, et puis tu l'as dit tantôt, tu as dit, c'est nous qui avons commencé ça, comme si c'était naturel, puis il y a tellement de gens qui ignorent ça. Ouais. Donc, merci en fait de le partager, parce qu'il y a comme
je trouve que c'est dommage, en fait, que cette histoire-là ne soit pas connue. Comment un mouvement qui est mainstream, qui est même... il y a une forte adhésion même du milieu corporatif, le milieu politique, est issu de, justement, de groupes qui n'ont pas cette reconnaissance-là. Merci de souligner. Tu te définis comme une conférencière, une activiste, une militante pour la communauté trans. Comment est-ce que tu décris ton militantisme? Je pense que mon militantisme, pour moi, il est au quotidien. Moi, c'est le fait d'être déjà moi-même, Alicia, cette femme trans noire, dans la place publique, comme si je peux dire, à tous les jours en sortant de chez moi, puis en étant présente et en côtoyant le monde extérieur. Donc pour moi déjà, c'est une forme pour moi, de militantisme déjà, parce que je suis souvent, et je trouve ça dommage, mais je trouve que je suis souvent la première personne trans surtout dans la communauté noire. Si je regarde vraiment la communauté noire, je suis souvent la première femme trans noire. Souvent, hein, pourtant il y en a, hein, mais même si on est rare, mais il y en a. Mais souvent, je suis la première et je trouve ça que en 2021, peut-être il y en a, on n'est pas nombreuses, mais de voir toujours que je suis la première, c'est là où je suis comme ok. Puis toutes les questions qui viennent tout le temps, parce que des gens comme ils rencontrent la première personne, ils ont toutes ces questions et ces a priori et tout ce qu'ils ont dans la tête, ils ont tout ce qu'ils ont vu sur Internet, qu'ils veulent à tout prix te poser, parce que ils disent ah mais tiens je vais te poser telle question, je vais te poser. Donc pour moi ma forme de militantisme c'est le fait d'être ouverte, out, vivre dans la société, être Alicia, cette femme forte, brave, épanouie, voilà, qui s'aime un peu tous les jours. C'est beau de t'entendre quand tu dis ça parce que je porte la croyance qu'en t'entendant, l'acte de militantisme ultime au sens de qu'est-ce que tu dis, c'est d'être le plus authentique pour n'importe qui, donc de chercher à être soi-même. Tout à fait. Et en même temps, quand j'entends ce que tu nommes, c'est qu'il y a une notion additionnelle, un peu de résistance, d'être soi-même, parce que le regard des autres est un regard qui n'est pas habitué. Oh oui. Donc, c'est ce que j'entends qui est comme, en fait, un élément additionnel de dire, ben oui, d'être authentique et d'être soi-même. Et là, toi, ce que tu nommes, c'est, ben oui, mais moi, dans mon identité et mes identités, il y a le regard de l'autre qui fait en sorte que d'être moi, c'est du militantisme sans être nécessairement, en fait, quelque chose la conception qu'on a du militantisme qui est peut-être plus traditionnelle. C'est ça. Pour moi, tout d'abord, c'est vraiment le fait d'être dans toute mon authenticité possible, puis être moi, être vrai. Et voilà, c'est le fait d'être déjà Alicia dans la vie de tous les jours, ne pas me cacher, parce que je sais que ce qu'on appelle, maintenant je comprends, mais avant je comprenais pas parce que je me disais que bon, tout le monde qui veut peut, mais maintenant je vois avec le temps et au fil des années de ma transition, même si je viens de commencer il y a pas longtemps, que ça prend vraiment un grand courage. Que certainement, avant, j'ai toujours été out. Donc pour moi, c'était comme, ok, mais il faut être soi-même. Mais là, avant ma transition, je pourrais dire Est-ce que je peux t'arrêter juste un instant? Vas-y. Quand tu dis que tu as toujours été out, depuis ton enfance, j'ai toujours été out, oui. Bon, on l'a toujours... Bon, même si les gens posaient pas la question, ils savaient. Et c'est quelque chose que, dans la communauté noire, et d'où j'ai grandi, c'est très tabou. Donc, les gens n'en parlent pas forcément. Parce que t'es né au Burundi, t'as grandi au Sénégal. Ouais, je suis né au Burundi, mais j'ai grandi au Sénégal. Quand tu parles de t'as grandi, tu parles du Sénégal. Ok, ouais, tout à fait. Et j'ai eu à parler à d'anciennes, des gens avec qui on a fait le secondaire ensemble, puis de me voir maintenant avec qui on a gardé avec les réseaux sociaux, ils sont pas surpris. Mais d'arriver pour eux à ce point, pour eux, ils voyaient pas ça comme ça. Et ils voyaient comme ce petit garçon très féminin qui était leur camarade de classe. Même là, de la religion dans un pays musulman majoritairement, puis la religion, elle prédomine, c'est le poids de la société. Donc, c'était difficile pour eux de me poser ces questions. Mais si quelqu'un venait me parler, j'allais pas être dans le déni. Mais comme c'est quelque chose qui se parle pas, forcément, les gens gardent pour eux. Donc, si je comprends bien, ouais. il semble avoir eu dans ta vie
des phénomènes qui ont fait en sorte que être out, c'était déjà présent à un jeune âge. Ouais, vas-y. C'est difficile de le cacher. C'est difficile de le cacher, c'est ça. Mais en fait, ce que j'essaie de Je sais pas comment l'expliquer, ouais. mais j'ai pas de photo, mais c'est comme... Je sais pas dire... Ben, les gens, ben, ce qui me connaissent depuis 15 ans, 10-15 ans, pour eux, comment ils me décrivent, c'est que je suis une personne flamboyante. Et c'est souvent ça qui m'est revenu. Alors que je suis contre ça, le fait d'être flamboyante, parce que quand je me regarde, je me dis, ben, si j'étais flamboyante à ce point-là, maintenant, vous allez dire quoi? Tu sais, c'est comme... C'était toi, en fait, tout simplement. C'est ça, c'est juste que j'étais moi, j'ai pas essayé de cacher qui j'étais, mais c'est juste que j'étais dans un espace où je me sentais toujours seule. Seule face au monde entier, très différente, incomprise, et j'avais pas, comme je dis tantôt, j'avais pas de représentation autour de moi. Ça, c'est quelque chose où j'ai grandi toute mon enfance, mon adolescence, sans représentation, sans avoir quelqu'un que je pouvais regarder dans les médias, dans les émissions de TV, partout, dans le petit écran, ou dans les nouvelles, partout, quelqu'un qui peut dire « Ah, je me reconnais dans cette personne ». Donc, j'ai grandi sans représentation. Donc, je me sentais la seule comme ça jusqu'à ce que j'ai migré ici au Canada et que je rencontre d'autres personnes. Mais avant ça, non. T'es arrivé ici à la fin des années 2000, si je me trompe pas. En 2007, j'avais 17 ans. Ouais. Et comment est-ce que ton arrivée au Québec a favorisé ton affirmation identitaire? Je pense que c'est un peu ça que tu abordes. Donc, quels facteurs l'ont favorisé? Au début, c'est difficile. Puisqu'il faut d'abord s'intégrer. Là, j'avais 17 ans. Il fallait que j'attende d'être majeur pour prendre mon premier logement, s'intégrer, trouver un travail. Donc, disons que les 3 premières années, j'étais vraiment focus sur moi. J'avais la nostalgie du pays, de tous les gens que j'avais laissés derrière moi. Et donc, c'est ça. C'est vraiment à partir de la 4e, 5e année que j'ai commencé un peu à prendre mes repères. Et voilà. Mais avant ça, j'étais recroquevillé sur moi-même. C'était travail, maison, cinéma, travail, maison, cinéma, shopping, c'est tout. Puis si je comprends bien, puis aide-moi à suivre, mais si jamais il y a quelque chose qui me perd, mais si je comprends bien ce que tu décris aussi le fait que, parce qu'on a parlé de transidentité, mais tu décris en ce moment aussi l'expérience de l'immigration en soi. Oui. Moi, mes parents qui sont arrivés à la fin des années 70 au Québec, 2 personnes cis, donc 2 personnes qui ont un genre qui est le même que celui qu'ils ont eu à la naissance. Ils s'assoiraient ici, puis ils diraient la même chose. Donc, de ce que je comprends, de ce que tu nommes, c'est que la difficulté tient du facteur d'immigration en général. Oui. Puisque je suis la première, en fait, de ma famille. Mes parents n'étaient pas là, j'ai pas de grands-parents non plus, donc je suis vraiment première ligne, hein, comme on dit. Est-ce que tu as de la famille qui s'est jointe aussi plus tard, juste que oui, par la suite, oui. Mes cousins, mes cousines, mon oncle, ma tante, ouais, plus tard. Ouais. Et tu as nommé en même temps, à moins que j'ai mal saisi, tu as nommé en même temps que c'est en arrivant ici qu'il semble y avoir eu tu as rencontré des gens, donc je présume qu'il y a eu des facteurs qui ont favorisé ton affirmation identitaire au-delà de la difficulté de l'immigration? Tout à fait. Quelque chose que ça c'est Montréal. Je trouve que en arrivant ici, j'arrivais pas à trouver d'autres personnes qui étaient comme moi. J'arrivais pas à trouver d'autres personnes, puis je comprenais pas comment on était dans un pays on voit le Canada depuis l'Afrique comme quoi c'est l'Eldorado en fait. Tout est ouvert, tout est accepté. Tu vois, on voit des images que nous on va regarder depuis Radio-Canada sur TV5, donc on avait cette image du Canada, mais moi arrivé ici, je voyais pas autant de personnes. Les seules personnes que je voyais s'affirmer, c'est des personnes blanches. Mais vraiment s'affirmer, être à l'aise dans leur sexualité. Mais des personnes de ma communauté, j'en voyais pas.
jusqu'à ce que j'entends parler de l'organisme où j'ai commencé un bénévolat, qui est Arc-en-Ciel d'Afrique, qui a fermé. Et c'est là où j'ai entendu parler et j'ai décidé d'y aller. Puisque je cherchais à pouvoir m'impliquer. On me disait, ah, au Canada, si tu veux briser l'isolement et que tu veux rencontrer d'autres personnes, il faut que tu trouves une activité, tu vas t'inscrire dans un sport, tu vas t'inscrire dans... Donc moi, j'étais comme, bon, tout ça, c'est non, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc là, quand j'ai mis la première fois mes pieds à Arc-en-Ciel d'Afrique, c'est là où j'ai rencontré d'autres personnes mais, qui s'affirmaient, qui étaient out and proud et qui étaient des personnes caribéens ou africains qui venaient un peu partout. Et c'est là où c'était le déclic. J'étais comme, ah, je me sentais seule pendant tout ce temps au Sénégal, mais là, je vois d'autres personnes qui viennent de différents pays et qui s'affirment comme moi, qui sont ouverts et qui sont au Canada. Et j'ai décidé sur le champ, mais comment je puis faire partie de votre équipe ou de votre... voilà, et c'est là ils m'ont dit, oh, tu peux t'inscrire en tant que bénévole. Et c'est là où tu as commencé, où j'ai décidé en 2012 de m'inscrire en tant que bénévole à Arc-en-Ciel d'Afrique. C'est Et dans incroyable. Arc-en-Ciel d'Afrique, il y avait le festival Massimadi. Exact. Puis le festival, savoir. c'est sûr qu'on va y revenir. Ouais, On n'oubliera tout à pas le fait. festival Massimadi, mais Ouais. je t'entends, puis j'ai les larmes aux yeux, je suis ému parce que je réalise, quand on parle du sentiment de communauté, moi, j'ai été à l'école secondaire, on était j'étais dans les mêmes années que Laurent Lafontaine, qui est Président. le président d'Arc-en-Ciel d'Afrique. Mhm. Et ma belle-sœur, Marlene Michel, je ne sais pas si tu la connais, mais Marlene Oui, Michel il était à était impliquée à l'époque. Ouais. Et je sais que dans ma relation avec elle, elle me parlait de son implication à Arc-en-Ciel d'Afrique, mais j'avais sous-estimé à quel point c'était un pilier fort de communauté. Et quand tu m'en parles là, c'est comme en rétrospective, je me rends compte que des organismes comme ceux-là, peu importe le type de communauté, ont un impact significatif dans un sentiment d'appartenance, en fait. Tout à fait. D'où je suis vraiment un peu je suis triste que ça allait fermer, mais euh, c'était vraiment un moment, un endroit où les gens pouvaient rencontrer d'autres personnes semblables et surtout des personnes de la communauté noire parce que je sais, c'est très tabou, les gens sont dans le placard, ils ne s'affirment pas. Donc, de voir des personnes qui s'affirment et qui sont à l'aise ou qui veulent rencontrer d'autres personnes comme eux ou qui sont en questionnement, qui ne se comprennent pas, Arc-en-Ciel d'Afrique était vraiment comme le lieu de rendez-vous. Ouais. C'est comme une forme on a parlé tantôt de militantisme, mais c'est comme une forme de militantisme dans la célébration, dans la joie, dans l'esprit communautaire, en fait. Oui. Certainement. Puis je pense que c'est par rapport à vraiment mon implication à Arc-en-Ciel d'Afrique que dans ce temps-là que j'ai pu me découvrir par moi-même. Puis l'organisme m'a vu grandir, m'épanouir, me trouver, chercher mes repères. Donc ouais, j'en dois beaucoup à Arc-en-Ciel. Ouais. Dans le contexte de l'histoire, il y a l'histoire passée, disons, en fait, l'histoire d'il y a quelques décennies dont on a parlé. On a parlé, en fait, si on parle du contexte contemporain, on a navigué un peu à travers ton histoire personnelle. Il y a quelque chose qui m'interpelle également, c'est que si on regarde aujourd'hui le contexte social actuel et qu'on réfléchit au contexte du mouvement Black Lives Matter, on parle souvent des violences vécues par les hommes noirs. Je parlais tantôt de Madi Camara en introduction. Ouais. C'est quoi l'importance d'affirmer Black Trans Lives Matter? C'est une expression qu'on entend souvent, puis quelle est l'importance d'ajouter cette nuance-là? Comment je peux commencer ça? En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, si on regarde les dernières manifestations de Black Lives Matter qui sont passées à Montréal ici, je pense en mars dernier, moi, personnellement, j'ai pas participé. J'étais pas présente sur la scène, mais j'étais en pensée. Pourquoi? Parce que souvent, quand on parle de Black Lives Matter, les personnes trans ne sont pas incluses dedans.
malheureusement. Et pourquoi je parle ça, c'est que souvent, toutes les personnes les femmes trans noires qui se font tuer, assassiner plusieurs fois aux États-Unis, et la plupart d'entre elles, la plupart, si je veux dire la quasi-totalité, sont passées sous silence. On n'en parle pas. Ça passe très rarement aux médias, ou c'est généralement des groupes ou des pages vraiment de la communauté LGBT qui en parlent, et même c'est pas toutes, mais si on regarderait toutes les personnes trans qui perdent la vie aux États-Unis, on parlerait peut-être un peu plus de Black Lives Matter. Mais je trouve qu'il n'inclut pas souvent les personnes trans dans le... Voilà pourquoi le Black Trans Lives Matter est important, puisque avant tout, ces femmes trans noires sont des personnes de la communauté noire. Donc, elles font partie avant tout. Donc, on peut pas parler de Black Lives Matter si on n'inclut pas toutes les personnes de la communauté noire. Et c'est souvent malgré ça qu'on est souvent mis de côté ou oublié. Et souvent, des personnes comme moi, qui sommes des hommes cis, hétéros, Alliés. En fait, qui se disent alliés, j'ai l'impression qu'on participe à l'invisibilisation de ces phénomènes-là, parce que quand on prend l'essence, moi j'ai une plateforme dans l'espace public, je ne veux pas porter seul la responsabilité, mais c'est vrai que c'est parfois dans mon angle mort. Et il y a des personnes qui me l'ont même reproché, sans les nommer, je ne peux pas les mettre en the spot, mais quand j'entends ça, ça m'invite à une responsabilisation de jouer un rôle d'allié, parce que ce que tu nommes, c'est un peu la notion d'intersectionnalité. Entre autres, il y a un magnifique TED Talk qui parle de cette notion-là, qui a été mise de l'avant par Kimberly Crenshaw, militante aux États-Unis. Donc, c'est ce que j'entends. Puis quel sens, toi, tu accordes à la notion d'intersectionnalité? Bon, moi, c'est souvent ça qu'on comment je vais expliquer ça? On me pose souvent comme question dans mes conférences. C'est souvent les notions que les gens cherchent, parce que c'est souvent rare de rencontrer des personnes, à la fois des personnes noires et des personnes issues de la communauté LGBTQ. Et souvent, ils me disent le fait d'être double ou triple marginalisé. C'est-à-dire, on m'amène souvent la misogynie, le racisme, puis vraiment la transphobie. Donc, ça, c'est plus... c'est quand on réunit vraiment le fait d'avoir la transphobie ou le racisme en même temps. Voilà, c'est une forme, pour moi, de lutte en même temps, si je peux dire. Puisque c'est ce qui fait moi, en fait. Le fait d'être une femme trans et noire en même temps, c'est pas évident. Ouais. Je vais aller du côté d'Élise. Élise, est-ce qu'on a des questions? On a plusieurs commentaires super positifs, beaucoup d'amour qui est envoyé à Alicia. On avait une question par rapport à Arc-en-Ciel d'Afrique, donc avoir un peu plus de détails sur ce que c'est, puis pourquoi malheureusement ça a dû disparaître comme organisme. Alors je vais réitérer la question pour qu'on l'entende bien à l'audio. Premièrement, le souligner qu'il semble avoir beaucoup de commentaires d'amour pour toi. Merci. Et par ailleurs, des questionnements sur l'organisme Arc-en-Ciel d'Afrique par rapport au contexte, en fait, ce que c'était, et par rapport à la fin, si jamais tu es à l'aise d'en parler. Avant la fermeture, c'était quoi? Quelles étaient peut-être les activités d'Arc-en-Ciel d'Afrique? Mais il y avait plusieurs activités au courant de l'année, dont le festival Massimadi. Oui. C'est le seul qu'on a pu sauver avant la fermeture. Et pour la fermeture de l'organisme, je ne souhaite vraiment pas m'y prononcer, parce que je ne suis pas dans les compétences de le faire. Mais malheureusement, ça a dû fermer. Puis merci, puis je comprends que c'est ça, toi, tu t'en parles à partir de ta propre expérience. Ouais. Mais par contre, tu es porte-parole, tu es l'une des porte-paroles de Massimadi. Ouais. Et ça, je peux présumer qu'aujourd'hui, tu peux en parler. Oui. Ce festival-là, qui a lieu dans le cadre du mois L'Histoire des Noirs, qui va commencer, si je ne me trompe pas, le 12 février, donc dès vendredi prochain, oui. Est un festival de films et des arts LGBTQ+, afro. Qu'est-ce que Massimadi? Plus en détail.
Tu viens de le résumer. C'est en vrai, c'est un festival de films LGBT afro qui se passe à tous les ans durant le mois de l'histoire des Noirs. Ça a commencé depuis 2009, donc là, on est rendu, je pense, à la 13e édition, si je ne me trompe pas. On est rendu à la 13e édition. Et ça se passe à tous les ans. Et tantôt, comme je disais tantôt, le festival Massimadi faisait partie de l'organisme Arc-en-Ciel d'Afrique. Donc, c'est ça qu'on a, si je peux dire, pu sauver. Et on a fait une fondation. Puis Massimadi est présent ici à Montréal, puis aussi en Belgique, à Bruxelles. OK, alors, si on parle de la constitution de l'organisation, donc il y a une fondation Massimadi. Oui, il y a la fondation. Et à l'intérieur des activités de la fondation inclut le festival qui se manifeste à différents endroits, entre autres à Montréal. À Montréal, puis à Bruxelles, en Belgique. Ouais. Moi, je suis... En fait, je dirais une chose. Ce qui est très présent pour moi, en lien avec la question de la représentation qui se situe au croisement des communautés noires et LGBTQ+, c'est que c'est vrai que c'est un sujet qui, dans mon environnement proche, était tabou. Et ça a pris des films comme Moonlight, des films comme des émissions comme Dear White People, où on voit des hommes homosexuels, des hommes noirs homosexuels. Je regardais également I May Destroy You, où on voit beaucoup de scènes de relations sexuelles homosexuelles. Et je dois dire que c'est en regardant ces scènes-là que j'ai réalisé à quel point c'était absent de mon environnement. Et ça me semble être en fait des exemples de comment les films et les arts peuvent permettre de se créer un imaginaire qui est beaucoup plus varié, beaucoup plus riche. Tout à fait. Et c'est notre façon pour nous de sensibiliser. C'est par les arts et les films. Donc, d'où l'importance du festival Massimadi, puisque nous, on trouve notre place en sensibilisant les gens par rapport à les arts et les films. Donc, que ce soit des courts-métrages ou des longs-métrages. Donc, là, ça permet aux gens de venir regarder certains films avec des amis ou des gens. Et à ce moment-là, amener des sujets de discussion où souvent les gens vont trouver plus une aisance à parler de certains sujets en passant par des films. Et je trouve que c'est d'où l'importance du festival Massimadi. C'est vraiment ce qu'on voit pas dans le mainstream ou maintenant il y en a un peu plus sur Netflix et tout ça, mais de dire qu'il y a un festival afro-LGBT, moi je trouve que ça a son importance puisqu'on est les seuls en fait à Montréal. Et si je comprends la configuration du festival, et tu me corrigeras si je me trompe, mais je semble comprendre qu'il y a non seulement le visionnement, mais il semble avoir des espaces de conversation organisés pour permettre de parler des films, et c'est là que le dialogue se crée. Oui, nous avons des tables rondes, nous avons des espaces à la fin d'échanges avec parfois certains réalisateurs qu'on faisait venir ici et à ce moment-là on avait des questions-réponses à la fin de chaque film pour donner la chance aux gens de donner leur point de vue, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont aimé. On récolte souvent aussi un sondage à la fin du film pour voir quel a été le feedback du public. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pour vraiment savoir ce que les gens ont pensé. Puis on fait toujours un petit moment de discussion à la fin. Toujours pour donner aux gens le temps de dire « Ah, j'ai aimé cette partie du film, j'ai pas aimé, ou j'ai très apprécié. » Ou s'il y a le réalisateur qui est là, lui poser quelques questions. Oui, donc c'est souvent... C'est pas tous les films qu'on propose, mais certains, oui, qu'on a les moyens. Et toute cette expérience-là qui se vit habituellement en format, disons, présentiel, va avoir lieu en format virtuel cette année. Cette année, oui. Ça, c'est la grande... la particularité, parce qu'il faut qu'on suive en fait ce qui se passe présentement avec la pandémie. Mais oui, ouais, donc ça va être 100% virtuel cette année. Puis au moins ce que je dis virtuel, c'est qu'on permet d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Donc là, que ce soit juste à Montréal, ce sera disponible à travers le Canada. Donc dans tout le Canada, les gens
peuvent vraiment regarder le festival et assister. Puis là, ça dure plus longtemps. Ça dure pas une semaine et demie, ça dure tout un mois. Donc, ça laisse vraiment du 12 février au 12 mars. Ça laisse un peu plus de temps pour les gens. Ouais. Tu es bien sûr porte-parole en fait, de la fondation et donc je peux présumer que tu parles au nom de l'ensemble des activités. Mais je suis curieux de savoir si tu as des coups de cœur dans le contexte de ces activités-là, si c'est des activités phares auxquelles tu nous invites plus particulièrement. Alors, moi, j'ai visionné aucun film. Donc, la particularité, c'est chaque année, depuis 3 ans, je visionne les films avec le grand public. Donc, je découvre les films avec tout le monde, puisque je suis amenée à être présente à tous les jours du festival. Donc, si je regarderais tous les films en avant, ce serait me regarder les films 2 fois encore. Puis ouais, sur une semaine et demie quand même. Donc, je découvre les films en même temps, mais il y a un comité de sélection. Donc, nous, on reçoit des films partout dans le monde. Et quelques mois avant, il y a un comité de sélection qui s'occupe de visionner les films et de donner leur coup de cœur ou les films qu'ils ont appréciés. Et les films qui ont eu le plus grand vote, c'est ceux-là que maintenant on propose au grand public, à vous tous. Donc il y a des gens, des mois avant, qui ont eu le temps de visionner tout ce qu'on a reçu, que ce soit des courts-métrages ou des longs-métrages. Puis là, on en a sélectionné en tout 30. Ouais. Et dans un contexte comme le contexte québécois, alors tu as mentionné que Massimadi est un festival unique à Montréal. Et bon, il va être diffusé partout au Canada, puis bon, on peut parler du contexte québécois. Quel impact est-ce que tu perçois que ça a, l'existence d'un tel festival, pour faire avancer, je dirais, les enjeux ou la réalité des personnes trans, ou plus largement de la communauté LGBTQ+, dans son entièreté? Déjà, moi, à mon époque, je vois 15 ans en arrière, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc, pour les gens maintenant, la nouvelle génération, les jeunes, les adolescents, ils peuvent avoir plus facilement accès à du contenu, avoir accès à beaucoup d'informations que ça ne l'était moi durant mon adolescence, pendant que je me cherchais, je me suis trouvé, mais que je sentais que j'étais vraiment la seule et incomprise. Et là, je vois qu'avec les films et le festival Massimadi, ça a toute son importance. Ça permet aux gens de visionner, d'avoir du contenu vraiment disponible près de eux. Donc, moi, je trouve que c'est important. Moi, j'ai grandi sans ça. J'aurais bien voulu grandir avec le festival Massimadi dans mon temps, mais toute chose vient quand il faut. Donc, voilà pourquoi je suis vraiment très honoré d'être porte-parole, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur, surtout d'avoir une représentation. Ça, c'est quelque chose qui est important maintenant en 2020. Ouais. Ouais, puis la question de la représentation, elle me semble particulièrement importante. En faisant quelques recherches avec mon amie Élise, on notait qu'il y a des données américaines partagées par l'Institut GLAAD, G-L-A-A-D, qui soulignent que 90% des personnes connaissent une personne cis homosexuelle, minimalement. Mais par contre, uniquement 10% des personnes connaissent une personne trans. Pour toi, c'est quoi l'effet de cette disparité-là dans une société ou dans notre société? Comme ça, je vois pas, en fait. Parce que moi, c'est sûr, si je regarde la communauté versus peut-être gay versus homosexuel, trans, c'est sûr qu'il y en a un peu plus. Surtout les droits des personnes gays, si je peux dire, sont reconnus. Ils ont plus, je vais pas dire plus d'avantages, mais dans la société de tous les jours, ils sont plus présents. Alors que les personnes trans sont souvent mises à l'écart de la société, que ce soit pour l'accès à un emploi, l'accès à un logement, l'accès à des soins, et
Et déjà là, si on les enlève dans la vie de tous les... Je veux dire la vie de tous les jours, mais le fait de ne pas avoir accès à un travail, par exemple. Ou ça fait que ces personnes trans, pour la plupart, on ne peut les voir que dans un certain secteur. Et si on n'est pas dans ce secteur-là, c'est rare d'être amené à les rencontrer ou en avoir la chance de... Généralement, ils vont dire on les rencontre dans les boîtes de nuit, dans le village, dans les clubs, mais au travail... C'est ça que je veux dire comme secteur. C'est-à-dire, il y a un secteur qui est plus dans le village. Parce que j'ai présumé, mais c'est ce que tu sembles... Je vais laisser poursuivre là-dessus. Oui, on peut dire, entre autres. Mais c'est généralement plus dans la communauté qu'on va pouvoir les trouver. Non pas dans... je vais dire le mainstream, mais dans la vie de tous les jours. Les gens sont amenés très peu à en croiser, que ce soit en tant que collègue de travail ou étudiant à l'école. C'est très rare qu'ils en aient autour. En tout cas, moi, pour ma part, c'est souvent ça qu'on me donne comme information. On me dit, ah, tu es la première personne, je ne connais pas, j'en vois pas dans mon quartier, j'ai pas grandi, j'en ai pas comme collègue de travail, ni comme camarade de classe durant tout leur cursus scolaire. Donc, souvent, ils vont rencontrer ça dans certains cadres. Ce qui est un peu un stéréotype, c'est-à-dire, ce que j'entends, c'est drôle, hein, parce que si je pense à ma réalité d'homme noir, et je pourrais même aller dire homme noir hétéro pour continuer là-dessus. Ben, mes modèles étaient campés dans le sport, par exemple, ou étaient campés dans le rap ou le hip-hop, souvent. Donc, j'entends un peu un phénomène similaire, mais dans une autre sphère, en fait. C'est comme un peu... Dans un autre monde. Dans un autre monde. Ouais. Je soulignais, j'ai fait une légère erreur, c'était pas 10% des personnes qui connaissaient une personne trans, c'était 20%, je vais juste le souligner pour pas... Okay. Pour le record. C'est déjà bien. C'est un petit peu mieux, mais c'est pas suffisant. on l'a doublé, mais on en voudrait plus. Mais ça, c'est aux États-Unis, ça. Aux États-Unis, exact. Bon, alors, j'ai pas les données pour le Québec, par contre. Ouais. Tu sembles suggérer que ce serait possiblement moins. Ouais. Oui, quand même. Mais j'ai pas une idée, en fait, j'ai pas comptabilisé le nombre de personnes trans qu'il y a. Mais si je regarde les personnes trans noires, il n'y en a pas beaucoup. On est très rares. Donc, sur une échelle nationale, même si je veux dire provinciale, mais même une échelle nationale, c'est pas beaucoup, là. Je pense pas que ça dépasse 10%, comme je disais tantôt. Ouais. Alors, j'étais peut-être proche avec le 10%, mais... Ouais. Élise, tu sembles me dire qu'il y a peut-être une question? Oui, en fait, sur le sujet de Massimadi, on a une question de Erika W qui voudrait savoir si, outre le Canada et la Belgique, est-ce que Massimadi a des ambitions d'élargir sa présence dans la francophonie internationale? Alors, est-ce que Massimadi veut élargir sa présence? Sûrement. C'est sûr qu'on avait... je sais, en fait, je sais pas trop si je peux le dire ou pas, mais on avait essayé, en fait... les membres qui faisaient partie dans ce temps-là avaient essayé, je sais pas si tu avais entendu parler, qu'ils avaient essayé de partir pour qu'il y ait Massimadi en Haïti. J'en ai vaguement entendu parler. Alors, après, je pesais mes mots, la raclée ou l'échec qui s'est passé en disant comme quoi nous voulions ramener l'homosexualité en Haïti. Voilà, on a préféré ne pas arrêter tout, parce qu'on avait des menaces à un moment donné. Les personnes avaient des menaces, donc on a préféré arrêter. Mais sûrement qu'il y aura peut-être dans d'autres pays, à part la Belgique, on ne sait pas, peut-être dans le futur. Mais je vais te dire merci pour ce que tu viens de faire, parce que je veux le noter. Tu as commencé en disant que tu ne savais pas si tu peux en parler ou non. Tu l'as fait, et tu l'as nommé avec une belle délicatesse, mais je veux souligner comment ça peut parfois être difficile de parler de certaines réalités sans stigmatiser certaines populations. Tout à fait. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ça que tu viens de faire quand tu t'es exprimé.
en disant, ben, voici une réalité, parce qu'il y a des enjeux, il y a des tabous dans un pays qui peut, où peut-être que un festival comme celui-là peut être moins reçu, mais comment en parler sans contribuer à la stigmatisation? Je perçois que ce que tu viens de faire a fait œuvre utile et je tiens à t'en remercier. Merci. Je vais essayer de me retrouver un peu plus dans mes questionnements. Et on parlait de représentation. Le rôle des médias et du divertissement dans un tel contexte. Si tu avais le dirigeant ou la dirigeante, ou bon, quelqu'un qui dirige, ou bien une table ronde avec l'ensemble des personnes, des grands journaux, des grandes radios, des grandes télés, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Comme ça, il y a plein de choses qu'on pourrait parler pendant des heures. Mais ça dépend sur quel volet. Mais d'abord, j'aurais tendance à dire avec la représentation à tout le moins. Oui. Mais ce qui te semble le plus important, bref. Qu'il y ait plus de représentation, en fait. Que ce soit ici, juste à Montréal, que ce soit au Québec, ou quand tu veux parler des dirigeants... Au Québec. Au Québec. Ben, qu'il y ait plus de représentation, en fait. Que ce soit de la communauté noire, avant tout. Je trouve qu'il y a un grand manque quand on regarde les nouvelles, la télévision, un peu partout, les émissions qui se passent en ce moment. Et encore plus des personnes de la communauté LGBT noire, puis encore plus des personnes trans qui sont... Parce que quand même, il y a des personnes qui sont talentueuses dans la communauté. Il y a des gens qui ont des dons, des talents, mais qui n'ont peut-être pas les ressources ou l'espace pour pouvoir les montrer, en fait. Et je trouve que c'est là où il y a une sous-représentation, où on n'est pas vraiment plus mis en avant. Donc, je demanderais d'avoir plus de visibilité. Et ça me frappe quand tu le nommes, parce que quand tu le nommes ça, je pense à Kate Lessard qui était à Occupation Double. Je pense à JF Rita Baga qui est à Big Brother Célébrité. Et comment leur présence dans l'espace du divertissement favorise une acceptation. Encore là, ce ne sont pas des personnes noires, mais ou une personne racisée autrement, mais le phénomène dont tu pointes, c'est un peu ça, c'est que je vois pas beaucoup de critiques contre Rita Baga, puis il y a pas eu beaucoup... Il y en a eu des critiques, mais il y a une acceptation sociale, on bouge l'aiguille un peu, donc j'ai l'impression que c'est ce que tu dis, et d'élargir, en fait. Est-ce qu'on peut avoir des gens qui sont justement autrement que des personnes blanches, tu sais? Ouf! Moi, personnellement, non, je ne mettrais pas autant... parce que c'est... Je pense que vraiment, ils sont plus... Comment je vais dire ça? Par exemple, pour si je veux prendre Rita Baga ou Kate Lessard, surtout Kate Lessard, que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, que je suis sur le réseau. Rita Baga aussi, que je connais personnellement. On va toujours dire encore, oui, mais c'est des personnes blanches. Ça ramène dans la communauté noire, souvent, qu'on va dire, c'est né que chez les Blancs. Ça n'arrive que chez les Blancs. Parce qu'ils ne sont pas habitués de voir autour de eux des personnes de la communauté noire ou people of color, de d'autres background qui viennent là sur vraiment le grand public, vraiment à la télévision comme ça. Non. Déjà là, ce qui s'est passé avec Occupation Double, ça a apporté beaucoup de discussions par rapport à ça, mais est-ce que cet engouement ou comment elles ont été bien prises? Est-ce que si c'était des personnes noires, ça aurait été pareil? Je pense pas. Je comprends. Alors, juste que je te saisisse, mais j'essaie juste de saisir ce que tu nommes. Est-ce que tu es en train de dire que on a nommé 2 exemples. Est-ce que tu es en train de dire que en fait, je comprends très bien que ce que tu dis,
C'est que peut-être que cette acceptation-là serait moins évidente pour les personnes noires. Et en même temps, est-ce que tu es en train de souhaiter quand même qu'il y en ait un peu plus? Parce que c'est ce que j'entends, j'essaie de situer l'équilibre. Oui. J'essaie de te suivre. Oui, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui a ce courage-là d'aller... moi, je sais pas, personnellement, sûrement il y a des gens dehors qui nous écoutent, ceux qui nous voient, qui ont peut-être ce courage d'aller à la télévision, dans une émission. Puis je pense qu'il faut vraiment être vulnérable. En fait, il faut être vulnérable, puis être ouvert à la critique, être prêt à être calomnié, à être descendu. Parce que ce qui est sur Internet, ouais, il faut être tough. Moi, je trouve qu'il faut avoir la tête sur les épaules pour supporter tout ce qu'on voit. Parce que je trouve que les gens ont une certaine aisance derrière leur écran à sortir tellement de choses qu'en face, ils n'arriveraient pas. Puis je trouve que c'est une méchanceté gratuite, pure. Donc, moi, personnellement, j'y arriverais pas. Et à moins que j'ai totalement mal interprété ce que tu dis, j'ai l'impression que le courage dont tu parles, même si tu n'as pas participé à des émissions à grand public, je présume que c'est quand même à petite échelle un courage dont tu fais preuve dans l'espace public parce que tu es déjà présente. Donc, c'est de rendre très clair que tu parles d'une expérience vécue par rapport à la critique puis les insultes qui peuvent parfois venir dans la sphère numérique, entre autres. Tout à fait. Pas besoin que ce soit vraiment comme autant médiatisé, mais voilà pourquoi tout à l'heure, au début, je te parlais vraiment ma forme de militantisme pour moi. C'est le fait d'être authentique, d'être vrai, puis d'être Alicia, cette femme trans noire qui vit sa vie comme elle devrait, en fait. Puis, ce courage-là, c'est sûr que c'est pas tout le monde, en fait, qui serait capable. Moi, personnellement, je l'ai trouvé, mais c'était pas évident. Mais si quelqu'un me demanderait aujourd'hui, est-ce que c'est facile? Je dirais que non. Dans la vie de tous les jours, ça n'est pas. Mais je vais pas dire le prix à payer, hein, mais c'est dans la société dans laquelle on vit en 2021. Elle n'est pas aussi ouverte, encore moins dans la communauté noire. Où on est souvent... moi, si je regarde même personnellement dans ma famille, puis dans mon entourage, c'est pas quelque chose qui est très facile aussi. Surtout quand on vient d'une famille religieuse, ça aide pas encore plus. Donc, ouais. C'est drôle, hein? J'aurais le goût de dire merci, d'arrêter, puis je veux dire merci plein de fois pour une forme de militantisme qui s'inscrit dans une forme d'authenticité que je perçois. Donc, je le dis merci, et je le répète, puis on dit jamais assez merci. Et en même temps, on a parlé du fait que tu n'es pas tant dans l'espace grand public, mais tu es l'une des femmes noires qui apparaissait sur le magazine Véro cet automne, qui a été publié dans le mouvement, en fait, dans la foulée de l'amplification du mouvement Black Lives Matter. Oui. Qui était une première. Et qu'est-ce que ça a représenté pour toi d'apparaître sur ce cover-là? Une forme de, je peux dire... C'est comme si après toutes ces années, tout ce que j'avais fait, pas mon existence, mais après toutes ces années que j'avais été là, toute mon implication, toutes les années de bénévolat, tout ce que j'ai fait avec Massimadi, c'est comme si ça avait été... c'est comme si c'était le salaire, en fait, de tous ces efforts-là au fil des ans. Et d'être reconnue comme étant quelqu'une qui œuvre dans son champ d'expertise, dans tout ce qui est dans la diversité. Donc, ouais, quand ils m'ont contacté au début, j'étais vraiment très contente. Puis aussi, j'étais très contente que dans toutes les femmes, ils ont décidé aussi d'inclure les femmes trans. Parce que souvent, et c'est ça où je revendique beaucoup, les femmes trans sont avant tout des femmes. Ça, c'est quelque chose que... il y a quelque chose en anglais qui dit trans women are women. Fait que les femmes trans sont avant tout des femmes. Elles ont entamé une transition. Donc, de voir que le magazine a inclus vraiment cet aspect-là de
trans women are women, que les femmes trans également sont des femmes. Je salue Véronique Loutier pour cette ouverture-là. Ouais. Tu me sembles être une personne qui est très dans la nuance. J'en parle maintenant parce que au moment où le magazine est sorti, il y a eu plusieurs critiques du magazine, entre autres avec des questions d'opportunisme, des questions de récupération du mouvement, ce qui peut être vrai à certains égards. Oui. Et en même temps, j'ai l'impression que quand tu apportes ta perspective, c'est une perspective qui ne semble pas invalider peut-être certaines critiques qui étaient présentes, mais qui apporte une autre dimension, à ce que tu apportes, et on ne peut pas invalider. Et moi, c'est ce que je perçois dans cette nuance-là, de dire, oui, il y a peut-être ces critiques-là, mais attention, il y a quelque chose qui a eu un impact quand même dans ta réalité, et pas juste ta réalité personnelle, la réalité au service d'une meilleure compréhension des communautés LGBTQ+, des femmes noires, des femmes noires qui appartiennent à la communauté à plusieurs égards. Donc, cette nuance-là, j'ai l'impression que j'ai le goût de dire merci. Je vais encore dire merci. Merci, gentil. Ouais. Élise, tu sembles avoir une invitation à une question. Oui, on a une question qui, en fait, s'enligne bien avec ce que vous parlez par rapport aux différents défis qui pourraient se présenter à l'extérieur de la sphère de la culture et de la représentation. Donc, l'accès aux services sociaux, au logement, à l'emploi puis aux soins de santé. Est-ce que ça représente des défis pour les personnes trans noires? Donc, on parle ici de questionnement. On a parlé beaucoup de représentativité en lien avec le divertissement, la culture, donc la représentation dans l'imaginaire collectif. Si je comprends bien, le questionnement de la personne qui a formulé le commentaire, c'est est-ce que ça se manifeste dans d'autres sphères, que ce soit genre en logement ou en emploi, par exemple? Oui, c'est ce que j'avais mentionné tout à l'heure. Dans tous les domaines. Je pense que vraiment dans tous les domaines qu'elles ont de la difficulté. Et j'avais eu à répondre il n'y a pas longtemps à un podcast que j'avais participé où on me disait il y a une différence pour une personne trans blanche et une personne trans noire? Est-ce que les réalités sont les mêmes? Est-ce que on peut dire que la transphobie, vraiment, elles le vivent au même niveau? Ma réponse était non. Carrément, parce que souvent, on ne sait pas si cette transphobie est due à ce rejet est dû à la couleur de peau ou est dû à son orientation, son genre, en fait. Et personnellement, moi, je peux parler de mes expériences et ceux de mes consoeurs. L'accès à l'emploi, souvent, c'est difficile pour beaucoup de personnes trans à trouver un emploi. Entre autres... Et entre autres, la communauté noire, puisque la question se dirige vraiment plus pour les femmes trans noires. Ensuite, pour l'accès aux services sociaux en général, donc que ce soit l'accès aux santé, ça c'est très difficile aussi pour les personnes trans, pour la plupart. Pour certaines aussi qui sont des personnes trans migrantes, je ne veux pas juste prendre noires, mais transmigrantes, qu'elles soient latinas par exemple. Aussi, elles sont amenées aux mêmes difficultés que nous pour l'accès à un logement, l'accès aux services de santé. Donc, c'est quelque chose que les gens ne sont pas au courant, mais c'est les difficultés qu'elles ont au quotidien. Ouais. Et c'est là où il semble y avoir, de ma compréhension, un lien entre la représentation de qu'est-ce qu'on peut voir dans notre imaginaire collectif et comment les gens qui sont en situation d'embauche, en situation d'offrir des contrats, peuvent se dire, ben cette personne-là, je l'accepte parce que je l'ai peut-être vue à un endroit ou à un autre. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que il y a un lien entre la représentation dans l'espace public et le comportement au quotidien. Oui. Oui, mais si on regarde, il y a la transphobie en quelque part, puisque Tout à fait. Il y a la transphobie en quelque part parce que pour certaines, elles aimeraient travailler, elles aimeraient avoir une vie comme toute autre femme, mais à cause du système et comment c'est fait, ou c'est pas tout le monde qui est autant ouvert d'esprit comme toi.
donc qui vont accepter. Et les gens ont peur de la différence. Souvent, ça, ce que je vois, c'est que les gens ont vraiment peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et ils jugent assez facilement sur les on-dit ou ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont vu avant de prendre le temps de connaître la personne. Donc, oui, donc ce qui fait que pour mes consoeurs, la plupart, oui, certaines aimeraient avoir un travail. Certaines ont eu un travail, mais elles n'ont pas pu le garder bien plus longtemps, pas parce qu'elles ne voulaient pas, mais que ce soit la pression des clients ou de leurs employeurs, ou la plupart de l'environnement dans lequel elles travaillaient, surtout quand on est amené à travailler avec le grand public, c'est souvent difficile, parce que les gens vont regarder mal, ou vont te critiquer, ou... il y a différentes formes. Moi, personnellement, j'ai mes expériences aussi que j'ai vécues dans mes différentes postes que j'ai eu à avoir, dans différents travails, mais moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir accès à certains emplois que d'autres personnes n'ont pas eu. Mais même quand elles ont eu, c'était difficile pour elles, puisqu'il y a la transphobie qui sévissait à chaque fois. Donc. On parle de ces sujets-là en ce moment. Et je m'étais imaginé que tu faisais beaucoup de travail de sensibilisation, d'éducation. Dans notre conversation présentement, j'apprécie que c'est encore un peu ce que tu fais. Et ces fonctions-là, de ce que j'en sais, ça implique justement beaucoup de travail. Et ça peut être énergivore, en fait. Comment est-ce que tu maintiens ton énergie à travers tout ça? Je le fais pas à temps plein. It's on the side. Mais oui, mais c'est quand même... Ma forme de militantisme, moi, je la fais comme au quotidien, tous les jours, comme je disais tantôt. Mais avec... si on regarde avec juste Massimadi, c'est sûr qu'il y a... C'est vraiment là, au mois de février, durant le mois de l'Histoire des Noirs. Mais ça arrive que durant l'année, j'ai personnellement... à titre personnel, des conférences à donner ou des panels à participer. Donc, c'est une façon pour moi de continuer le reste de l'année. Où est-ce que je trouve l'énergie? Cette énergie, je ne saurais le dire. Mais tant qu'elle est là, j'en profite. Est-ce qu'elle sera là pour longtemps? Je doute fort. Parce que si on regarde aussi les gens qui ont pris la place à Arc-en-Ciel ou à Massimadi, ils sont pas là éternels. Ils sont là pour un moment, puis on trace le chemin pour les personnes qui vont venir après nous. C'est sûr que moi, après, il y aura une autre personne qui sera peut-être porte-parole après ça, ou d'autres personnes qui vont vouloir s'impliquer, que moi, je vais peut-être plus me retirer un peu en arrière. J'y pense personnellement pour plus me concentrer sur moi. Mais ça, je sais pas. Mais tant que j'aurai l'énergie, je vais me consacrer. Ouais. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais de ce que je vois au sujet de ce que tu communiques sur les réseaux sociaux et de notre conversation d'aujourd'hui, un des indices que j'ai par rapport à comment tu maintiens ton énergie, c'est la notion de la joie. On parle beaucoup de Black Joy, et la joie en général, mais on peut parler de Black Joy aussi. Mon intuition me dit que ça semble être une des facettes qui est un moteur pour toi, que la joie soit une manière de manifester. Et peut-être, encore une fois, ça fait plusieurs fois que je dis peut-être que je me trompe complètement, mais c'est mon intuition qui me porte à dire le mot joie semble être quelque chose de précieux, en fait, dans tout cet univers-là. Oui, comme on se connaît pas, donc c'est l'image que tu as eue en regardant, en fait, la plateforme, les réseaux sociaux. C'est une perception, tout à fait. Une perception. Et joie pas au sens, je veux dire, pas joie au sens d'un plaisir léger. Joie au sens d'une gratitude par rapport à la vie et d'être présent et d'être ouvert à la vie. C'est ça que je veux dire par la joie. Oui. Oui, ça c'est quelque chose de très important. J'adore que tu soulèves ce point, puisque je suis reconnaissante en fait d'être ici, d'être au Canada, d'avoir les ressources nécessaires, d'avoir entamé ma transition et en fait d'avoir réalisé, si je peux dire, mon rêve de quand j'étais toute petite,
Donc, et d'avoir vraiment comme tout le support médical et, euh, et l'endroit et l'espace et d'être dans un pays qui accepte mes droits. Donc, pour ça, je suis éternellement reconnaissante. Et le fait d'avoir ben, surtout entamé une transition, en Afrique, c'est impossible. Il n'y a pas un système. Je vais juste arrêter un instant parce que je sais qu'on a autour de nous du son. Est-ce qu'on entend le son en arrière? On est correct? Parfait. Donc, désolé de t'avoir interrompu. C'est correct. Donc, oui, donc je suis très reconnaissante puisque ça m'a permis, en étant ici, d'entamer ma transition, puis que les gens découvrent en fait Alicia. Donc, pour ça, c'est vraiment ma forme où je suis reconnaissant d'avoir... Souvent, les gens me disent, ah, pour les gens que j'ai laissés en Afrique ou d'autres personnes qui me suivent sur les réseaux, ils me disent, tu as réalisé le rêve de beaucoup de personnes. Tu as une chance. Et cette chance-là, je le reconnais. Je reconnais vraiment que j'aurais pu être... je n'ai rien donné de plus à être ici au Canada, à Montréal, puis d'entamer ma transition et d'être aujourd'hui Alicia. Mais pour toutes ces personnes qui sont en Afrique que j'ai laissées, qui aimeraient faire une transition, mais qui n'ont pas la chance parce que ils n'ont pas accès aux soins, accès aux hormones ou accès à un corps médical ou ils ne peuvent pas changer leur nom sur l'état civil, c'est qui est impossible en Afrique. Donc, pour tout ça, c'est ça qui me donne le courage et la joie. Ouais. Le 15 janvier dernier, tu as écrit sur Twitter What God has for you, no one can ever take, no matter how hard they try. You can delay destiny. Fate cannot be denied. It was already written. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? En fait, c'était un message aussi que je voulais passer. Mais déguisé dans une caption. Je voulais vraiment dire, en fait, que qui on est, c'est qui on est, c'est qui on est. On peut pas... Oui, certaines personnes peuvent essayer de le cacher, mais tôt ou tard, ça va toujours te rattraper. Moi, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Pourquoi? C'est par rapport aux gens qui ne s'assument pas, mais qui veulent se mentir à eux-mêmes, par exemple, qu'ils ne le sont pas. Mais que t'as beau te mentir à toi-même, te mentir à tout le monde autour de toi, c'est difficile de se mentir à soi-même. On peut se dire, ok, je suis, alors qu'en réalité, on veut se le dire, mais c'est pas ça. Puis là, ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est dans la vie, je pars du principe de base que on a tout un chemin qui est déjà presque tracé. C'est sûr que certains choix vont faire que on va peut-être dévier un peu, mais on est maître de notre destin. Et ce qu'on est venu, notre but sur cette terre, c'est vraiment déjà, si je peux dire, tracé. Moi, c'est comme ça que je le vois personnellement. Mais il y a des gens qui sont contre moi. Et voilà, donc c'est un mélange de première partie, c'est vraiment le fait pour les personnes qui ne pouvaient pas s'accepter, de dire que t'as beau te mentir toi-même, mais ce que tu es, c'est ce que tu es, donc ça changera pas. Et l'autre partie, c'est on est venu sur cette terre pour accomplir quelque chose, puis voilà. Il y a personne qui peut t'enlever de ce chemin-là. Ben, j'entends deux choses. J'entends ce que moi j'appelle, ou d'autres aussi, c'est pas que ça vient pas de moi, l'expérience d'être qui on devient. Et c'est tout simplement ça qu'on est. Hein. Il n'y a pas comme d'autres travail que d'essayer d'être qui on devient. Puis au podcast, on en parle, c'est drôle, on en parle quand même presque à chaque épisode. En tout cas, j'ai l'impression. Et j'entends la question de un peu l'interdépendance d'une génération à l'autre. C'est qu'on n'arrive pas sur Terre pour la dominer ou pour vivre une expérience qui nous appartient uniquement à nous. On est les héritiers de ce que les autres ont fait pour nous. Et on existe pour nous, mais pour aussi ceux qui viennent après. Moi, c'est comme ça que je fais du sens de ce que tu dis. Je vois là une belle sagesse.
Merci. Massimadi va avoir lieu dès le 12 février. Je comprends que tu vas être une spectatrice comme je vais l'être et comme on va l'être. Oui. Et en attendant Massimadi, si tu avais une recommandation d'un film en particulier que les gens pourraient aller voir, d'un film qui t'a déjà marqué, ce serait lequel? Oh! Comme ça, les noms, tantôt les noms et moi, C'est vrai, t'as mentionné que les noms, c'est deux, c'est vraiment, souvent même les films, j'oublie, mais pour cette année, parce que j'ai eu le temps de regarder un peu la bande-annonce rapidement, mais je pourrais dire pour cette année, quelque chose, juste par la bande-annonce que c'est venu me chercher, je pourrais suggérer le film Kelet. Clet. Oui, Est-ce que tu sais Kelet. comment on l'appelle? K-E-L-E-T, si je ne me trompe pas. K-E-L-E-T. K-E-L-E-T. Oui, si je ne Parfait. me trompe pas. Ben merci. Faudrait demander à Google. Mais oui, ça c'est vraiment juste par la bande-annonce, le film qui est vraiment la bande-annonce qui est venue me chercher. Donc j'étais comme, ok, il faut que je vois ce film. Puis quelque chose que je dois souligner aussi, c'est que cette année, Massimadi, ce sont les films trans qui sont mis à l'avant cette année. C'est pas décidé, comme on l'a mentionné aussi. C'est juste que avec le comité sélection, après qu'ils ont regardé tous les films qui sont venus un peu partout dans le monde, ça a donné que ce sont les films trans qui sont venus à l'unanimité cette année. Donc il y en a 7 sur les 30. Et il y en a pour les hommes trans et pour les femmes trans. Donc, que ce soit les films sur les réalités des hommes trans ou des films sur les réalités des femmes trans, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Alors que si on regarde les années précédentes, Massimadi avait généralement 1 ou voire maximum 2 films sur les réalités trans ou lesbiennes. La plupart, c'était plus sur des films homosexuels, si je peux dire comme ça, gays. Mais là, les films trans sont mis à l'avant cette année. Et ça me fait très plaisir. Ouais. Une belle avancée. Avant de terminer, je vais m'absenter pendant 15 secondes. Je suis à toi pour conclure. Parfait. En attendant, je peux te dire que ta famille de Massimadi t'envoie beaucoup d'amour. Ah, merci. You're back. Oui, petite... I'm back. On est de retour. En fait, c'était un petit moment où je suis allé dans mon bureau parce que après chaque épisode, j'offre un petit cadeau aux invités. Et depuis les 3 derniers épisodes, ce sont des livres. Et le livre que j'ai fait le choix de t'offrir, c'est Sister Outsider de Audre Lorde, qui était en fait une militante issue des communautés LGBTQ également. Donc, c'est possible que tu la connaisses. Dans tous les cas, je le monte à l'écran et je te l'offre pour fin de lecture. Voilà. Alors, c'est mon petit cadeau. Merci. Et je savais pas, sinon j'aurais essayé de chercher quelque chose. En fait, je me sens un peu dépourvu. Pour moi, ta présence, ta cohérence, ton authenticité, ton courage de t'exprimer comme tu l'as fait aujourd'hui, ça a été ça mon cadeau. Donc c'est pour ça que je te dis pour une 12e fois, je crois, merci, vraiment un grand merci. Tout le plaisir pour moi, merci pour l'invitation, c'était vraiment très apprécié. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour le festival Massimadi qui s'en vient bientôt. Beaucoup de belles surprises. Alors, Massimadi, on ne manque pas ça. Ouais. Je dirais également un merci à Sean, merci à Élise, merci à Zenga. Merci à vous d'avoir été des nôtres en live. Donc, il y a des personnes qui nous écoutent et merci aux gens qui ne nous écouteront pas nécessairement en live. Et je vous invite, bien sûr, à aller suivre le festival Massimadi et d'y participer.
également de vous abonner au podcast Sac Passé et bien sûr d'aller sur le site moihistoiredesnoirs.com pour suivre la programmation magnifique dans le cadre du mois. Donc, à la prochaine!